2021, plus de 47 millions d'Américains ont abandonné leur emploi, même si ce mouvement ralentit un peu. En Angleterre, 300 000 travailleurs âgés de 50 à 65 ans sont devenus économiquement inactifs. En France, 520 000 démissions ont été enregistrées par trimestre entre fin 2021 et début 2022, dont 470 000 CDI. Donc des gens qui refusent effectivement certaines valeurs du système. Travaillant sur ce qu'il appelle les mobilités professionnelles atypiques, le centre Info CSA estime que 21% des personnes actives préparaient une reconversion en janvier 2022. Parmi ces reconversions, beaucoup étaient des cadres se dirigeant vers l'agriculture ou vers l'artisanat. Donc toujours des valeurs opposées aux valeurs majoritaires du capitalisme, auxquelles on peut ajouter les 26% qui déclaraient en envisager une reconversion à plus ou moins long terme. Autre fait, dont j'en ai parlé un peu tout à l'heure, dans les grandes écoles, donc la sécession grandit aussi, dont l'appel à déserter, donc à refuser les jobs d'instructeurs, comme ils le disent, a été lancé par AgroParisTech, et un détonateur, puisqu'il a été relayé déjà dans plusieurs grandes écoles, et donc qui fait suite aussi au livre de Marie Miller dont je parlais tout à l'heure. Autre fait, en Chine, le mouvement Tuidang aurait enregistré plus de 200 millions de démissions du Parti communiste chinois. Là aussi, ça peut paraître pour certains anodin, sauf que dans un pays où le moindre froncement des sourcils est suspect, moi ça ne me paraît pas négligeable du tout. Plus récemment, toujours en Chine, donc le mouvement Tangping, qui signifie s'allonger au sol, s'allonger à plat, progresse rapidement. Il semblerait, c'est difficile d'avoir des informations précises de la Chine, bien sûr, mais il semblerait que ça concerne quand même plusieurs millions de jeunes. Il exprime en fait le rejet du consumérisme et de la culture de l'effort, le rejet d'un monde du travail jugé trop compétitif. Voilà, les jeunes, ce qu'ils veulent, c'est travailler moins, prendre du temps, etc. Donc ce mouvement ce qu'on peut appeler de contre-culture commence à inquiéter les autorités, et ils ont raison de s'inquiéter parce que ce qui se passe en ce moment, effectivement, montre que la Chine est peut-être en fait un colosse au pied d'argile, comme d'autres puissances d'ailleurs, et donc c'est une crise existentielle qui pourrait mettre fin aux rêves chinois. Un autre exemple, j'étais un peu surpris du chiffre, mais on verra tout à l'heure, peut-être qu'il est faux, mais je l'ai trouvé quand même sur Internet, même si je ne suis pas très doué pour la recherche. En Russie, la mobilisation partielle a provoqué l'exode d'une partie des citoyens russes pour échapper à un départ au front. Et selon Forbes Russia, environ 700 000 hommes se cacheraient ou auraient quitté le territoire. Donc 700 000, ce n'est pas négligeable. On revient sur la Chine, sur le plan démographique. Aussi, ça paraît peut-être anodin, mais pour moi, non. La Chine va voir sa population diminuer dès 2025 et connaît un déclin considérable du nombre des mariages. Elle a assoupli sa politique de limitation des naissances ces dernières années et autorisé donc les couples à avoir 2 enfants en 2016 et 3 en 2020 ou 2021. Mais ces décisions n'ont pas entraîné le boom des naissances qu'espéraient évidemment les autorités. Malgré les aides et les incitations, les couples refusent de se plier aux injonctions des autorités précisément, notamment par la hausse du coût de la vie. Effectivement, élever un enfant, c'est en Chine très cher, et c'est pas seulement qu'en Chine évidemment. Et c'est important parce qu'effectivement, les dirigeants chinois comme les autres savent très bien que l'absence de croissance est mortelle pour le capitalisme. Or la croissance, c'est la liaison entre la croissance économique et la croissance démographique. Le système capitaliste, s'il n'a pas de croissance, il meurt. Ce qui va poser problème parce qu'à mon avis, les conditions écologiques aujourd'hui ne permettront plus la croissance, c'est terminé. Pas une croissance significative. Un autre exemple qui est peut-être le plus significatif, caricatural, je ne sais pas, c'est la Birmanie. 1 an après le coup d'État du 1er février 2021, les Birmans ont adopté de nouvelles stratégies. Au départ, ils ont affronté brutalement le pouvoir, ce qui a fait qu'en quelques mois, il y a eu des centaines de morts. Et ils ont effectivement changé de stratégie, donc ce dont je parlais tout à l'heure. Donc c'est peut-être le fait de plus significatif dans ce que je viens de dire. Ils boycottent ce qui a des liens avec l'État. Par exemple, des médecins ont abandonné massivement le réseau de la santé. Des enseignants refusent de travailler dans les écoles publiques. Et même des policiers et des militaires ont déserté. Voilà pour les faits. Alors, certains peuvent être discutables, ils seront discutés tout à l'heure. J'en ai certainement oublié, pas oublié seulement, il y a des faits que j'espère, j'aimerais d'ailleurs que
certains auront des faits pour confirmer ce que je dis, dont je n'ai pas connaissance. Donc maintenant, quelles sont les motivations pour ces faits? Donc les motivations, j'ai repris le plus fidèlement possible les expressions que j'ai trouvées dans les lectures. Donc les motivations de ceux qui pratiquent effectivement des adhésions, etc., c'est la remise en cause des modèles de la réussite sociale, donc notamment pour les étudiants, le questionnement sur le travail, sa finalité, son sens, la recherche d'un épanouissement personnel, la redécouverte de certains savoir-faire et du sens de la mesure, la maîtrise de son temps, une plus grande autonomie, la richesse des interactions sociales, le sentiment d'utilité, plutôt que la revendication du pouvoir d'achat ou la recherche d'un statut social. Quelques citations qui me paraissaient intéressantes pour appuyer les motivations. Pourquoi se battre pour des places quand c'est tout le système qui vacille? Le système nous lie et nous tient. Il faut faire sauter les verrous qui nous emprisonnent pour ne pas réserver la désertion à une élite qui en aurait les moyens. Très important, ce dont aussi parlait Mika tout à l'heure, effectivement. Il ne faut pas que seuls ceux qui ont les moyens de quitter la ville le fassent. Autre citation, il faut rompre avec la peur du déclassement, effectivement l'imaginaire, déconstruire le mythe de la carrière. Il faut aussi donner à voir l'existence d'un autre monde, la possibilité d'un en dehors. Et la dernière citation, elle est de l'atelier paysan, donc, qui viendra ici en janvier, je crois, fin janvier, faire une causerie. C'est une coopérative qui fabrique des machines-outils agricoles en collaboration avec les paysans. Une initiative très intéressante. Et donc il dit, nous avons besoin des compétences des bifurqueurs, des anciens ingénieurs, des commerciaux, des financiers, mais pour les rediriger, les mettre au profit d'une autre fin. C'est une contre-société qu'il faut créer, avec sa culture politique et ses alternatives. Alors, pour certains, l'intérêt de ces mouvements saute peut-être moins aux yeux que ses limites, parce qu'ils ont effectivement des limites, et pourtant, à mon avis, il est réel d'intérêt. Dans un système qui est à bout de souffle, où les contradictions sont de plus en plus évidentes, où les exploités supportent de moins en moins les conditions de leur vie quotidienne, la désadhésion, la désertion, bifurcation, etc., peuvent en saper les bases et fragiliser. Voir la Boissy citée tout à l'heure. Et effectivement, je pense que malgré une sérénité apparente, malgré une arrogance coutumière, je pense qu'un vent de panique gagne les classes dominantes qui ont compris que plus de puissance, c'est aussi plus de vulnérabilité. Il y a d'ailleurs, je crois, 7-8 ans, peut-être une dizaine d'années, un livre qui est intéressant, qui est d'Alain Gras, et qui s'appelle justement La fragilité de la puissance. Et là, il y a un point de vue qui m'a paru intéressant de citer, j'ai presque fini. La sociologue Geneviève Pruvot résume bien en fait, ce qui hante les patrons précisément. Et donc elle dit, aujourd'hui, la désertion vient toucher les professions indispensables au fonctionnement du capitalisme, du modèle capitaliste. Elle met en péril la pérennité du système. Une phrase que je partage personnellement à 100%. Un enseignant d'une université américaine soulignait que, donc je cite, avant la pandémie, c'est l'employeur qui détenait le pouvoir, mais aujourd'hui, la balance penche en faveur de l'employé. Alors là, je suis un peu plus sceptique, je ne pense pas que les employés aient le pouvoir, ça se saurait quand même. Par contre, ce qui est sûr, c'est que le rapport de force est en train d'être modifié, et largement. Voilà, donc ce qui est intéressant, si tous ces faits que j'ai cités là laissaient le pouvoir indifférent, effectivement, il n'y aura pas de réaction du pouvoir. On n'écrase pas une punaise avec un char d'assaut. Mais justement, le pouvoir a des réactions. Je pensais, mais j'ai voulu réduire parce que il faut que le temps de la discussion soit intéressant après, citer les réactions en face chacun des faits que j'ai cités. Je me suis limité à AgroParisTech. Voilà, donc 3 types de réactions aux étudiants d'AgroParisTech, en sachant que AgroParisTech, enfin la fameuse vidéo des étudiants, a suscité beaucoup d'intérêt, positif évidemment, énormément. Mais je parle des réactions de la part du pouvoir en place. Donc d'abord le cynisme et la récupération. C'est alors je ne sais plus de qui c'est, mais enfin quelqu'un proche du patronat évidemment, qui disait, sachez, en s'adressant aux étudiants, sachez que des entreprises ont déjà bifurqué et vous attendent. C'est extraordinaire. On aimerait savoir quelles entreprises ont bifurqué, comment elles ont bifurqué, mais voilà, il n'y a pas de scrupule, quoi. Deuxième attitude, c'est le dénigrement. Alors là, je ne sais plus non plus qui l'a cité, mais peu importe.
Donc, en parlant donc, du mouvement des étudiants d'AgroParisTech, il serait, donc je cite, téléguidé par un nouveau collectif prônant l'action écologique violente. Donc, moi j'ai regardé la vidéo plusieurs fois, j'ai trouvé qu'elle était très intéressante, très pertinente, d'une grande maturité, avec clairement un anticapitalisme et donc des valeurs, des positions claires. Or là, téléguidé par un nouveau collectif prônant l'action écologique violente, il s'agit simplement de discréditer. Il n'y a pas d'argument là-dessus. Il n'y a aucun argument, c'est simplement violent, donc à dégager. Et voilà. Et le troisième attitude que j'ai remarqué, et il y en avait beaucoup, mais je n'ai pas réussi à retrouver toutes, c'est l'insulte. Alors là, dans la presse réactionnaire française notamment, et je crois là, celle-là, je crois qu'elle est dans Valeurs Actuelles, il me semble que je l'ai vu, c'est abruti de gauchistes anti-science. Voilà, au niveau de la presse française. Voilà. Alors pourquoi toutes ces réactions? Ben, à mon avis, parce que précisément, l'alliance de l'État et du capitalisme est fondée sur la concentration, j'ai dit tout à l'heure, essentiellement, la croissance économique, l'idéologie du travail, le mythe du progrès, le sens de la discipline et de la hiérarchie, la mise en concurrence, c'est-à-dire partout des valeurs qui sont remises en cause, ou presque partout. Donc chercher à comprendre, c'est effectivement déjà désobéir. Or l'obéissance, on le sait, est la clé du pouvoir. Voilà, c'en est fini.